Rebonjour tout le monde, re-bienvenue dans ces vidéos de début d'année. Je vous encourage à voir les flops si vous avez loupé les flops avant cette vidéo. Nous allons maintenant attaquer les tops, les meilleurs films sortis en 2016. Encore une fois, ce sont mes films préférés de 2016, ceux qui m'ont fait kiffer moi, dans l'ordre qui m'a fait kiffer moi. Une petite une petite précaution, j'en ai que 5 qui m'ont vraiment profondément plu. Et le début est un petit peu du remplissage, ça reste parmi les meilleurs dans ces catégories-là. C'est vraiment des films, je me suis refait toute la liste en fait des films que j'aimais bien, et je me suis dit bon alors lesquels je peux mettre dedans, et j'ai sélectionné ceux que je pouvais mettre dedans, et je suis vraiment tombé pile poil près sur le nombre 10. Donc les 5 premiers, c'est des bons films, c'est pas mes préférés, mais c'est des films que j'ai bien aimés. On va donc pouvoir commencer tout de suite, partons avec le numéro 10. Deadpool. Et bah oui, je suis un peu surpris moi aussi, parce que c'est vrai que j'aime pas les comics. J'aime pas la bande dessinée en général, et les comics non plus. Un peu comme les livres, le médium me parle moins, parce qu'il n'y a pas le rythme du montage en plus, et il n'y a pas le son et la musique. Et je vous avoue que quand il me manque un aspect du cinéma dans les autres arts, c'est parce que le cinéma c'est réunir tous les autres arts en un, mais du coup quand tu prends les autres à part, ça j'ai du mal. Et là, quand il manque le rythme, quand il manque certains visuels, quand il manque certains trucs, j'y arrive pas. Donc les bouquins c'est plus compliqué, les bandes dessinées aussi. Un film adapté d'un livre ou d'une bande dessinée est un film. Donc il y a tout ce reste qui manque dans la comics d'origine. Donc si une adaptation de comics fait quelque chose qui me parle, qui me plaît, si l'histoire m'intéresse, le film a de fortes possibilités de me plaire, de fortes chances de me plaire. Et c'est ce qui s'est passé avec Deadpool. Tout le côté quatrième mur marche vraiment très bien. Tout l'humour que le film a envers lui-même aussi est vraiment très bien foutu. Je veux dire, le générique de début réalisé par un baltringue et produit par deux connards ou des trucs de ce genre-là, enfin c'est vraiment très bien foutu. Le fait que le mec parle de Ryan Reynolds dans le film, qui parle de Hugh Jackman aussi pour Wolverine et tout le bordel. Quand on lui dit on va voir le professeur, le mec il fait Xavier ou merde McAvoy. Enfin non c'est pas ça, Stewart ou McAvoy. Parce que je comprends plus avec ses continuités et tout le bordel. Enfin quand il arrive et qu'il fait on dirait que vous êtes les deux seuls X-Men que les producteurs pouvaient payer. Oui, tout ça, ça marche super bien. Le film a pas eu énormément de moyens, mais du coup l'utilise comme une force, l'utilise comme une capacité. Par exemple, la construction du film, je sais pas si vous êtes au courant, mais la construction du film qui revient constamment à la scène de course-poursuite, c'est parce qu'à la base, cette scène de course-poursuite et ce combat entre Francis et Deadpool devait durer beaucoup plus longtemps, et il devait y avoir beaucoup plus d'étapes en fait. La course-poursuite se poursuivait beaucoup plus loin dans la ville, et il y avait beaucoup plus d'événements, beaucoup plus de voitures qui arrivaient, il y avait des mutants qui arrivaient aussi pour se battre. Et ça coûtait trop cher. Et du coup, ils se sont dit, plutôt que de faire cette énorme scène de course au début, ou à la 15e minute, ou à la 20e minute, etc., et ensuite refaire le film, on va faire une seule séquence sur cette route, et on va s'en servir comme fil narrateur au début pour raconter l'histoire de Deadpool. Pendant que cette scène est en train de se dérouler, on revient en arrière et on montre son passé, son machin, etc. Donc ça nous permet de maintenir de l'action et de maintenir le film dans une certaine action pendant 1 heure quasi. Je crois que ça fait 45 minutes, tout cet énorme résumé de la vie de Deadpool jusqu'à arriver au moment où il a ses pouvoirs et où il est sur le pont. Et du coup, c'est un moyen ultra ingénieux de faire un film avec pas mal d'action sans avoir les moyens de tourner plus d'action que ça. Pas mal de trucs très originaux, les blagues font généralement mouche, les acteurs jouent super bien, ce délire là sur Francis et Ajax et tout le bordel, c'est assez drôle et très bien trouvé. Et ouais, c'était frais et original. Il y a peut-être d'autres films qui ont fait plus ou moins les mêmes sketchs, plus ou moins les mêmes idées, les mêmes trucs, mais c'était le premier à les réunir sous cette idée-là, sous cette façon de faire-là. L'irrévérence par rapport au sexe aussi, et les trucs dans ce genre-là sont vachement intéressantes. Le fait qu'on suive l'histoire d'amour avec leur scène d'amour, c'est vachement intéressant aussi et très bien trouvé. Un petit côté irrévérencieux, en même temps drôle. Et pas forcément in your face. Le but c'est pas de scandaliser tout le monde, c'est juste justement de prendre le contre-pied de la comédie romantique où d'habitude on voit les gens en train de boire des cafés ou de jouer aux échecs comme dans Twilight ou les trucs dans ce genre là, et eux ils sont en train de baiser ce que font normalement les couples amoureux. Vraiment très bien trouvé, drôle, original, bien réalisé, de bonnes idées, bien rentabiliser son budget, bien faire un film avec peu de moyens et un vrai projet. C'est ça le truc, c'est qu'il y a beaucoup de ces films qui sortent en ce moment qui sont pas des vrais projets. Vous regardez Ant-Man il a aucune saveur parce que c'est Edgar Wright qui avait une idée, un truc depuis le début. Quand c'est un autre mec qui est venu, qui a mis sa patte dessus, c'est devenu un film lambda, quoi. Là, il y a vraiment un film, on sent que le réalisateur, une envie de film, on sent que le réalisateur de ce film avait envie de faire ce truc. C'est pour ça qu'ils ont leaké fait fuiter
le travail CGI sur cette scène de course-poursuite sur Internet pour pouvoir faire réagir le public et essayer de faire en sorte que le film soit produit. Enfin, voilà, bravo, et c'est très bien d'avoir réussi à faire ce film, et du coup j'attends aussi la suite, et ce film est dans mon top. Voilà. Numéro 9. Dernier train pour Busan. C'est putain de bon. Ça se passe donc quasi entièrement dans un train en plus qui ressemble au TGV français, donc ça permet d'aider à se projeter dans le film et d'être intégré dans le récit. On connaît effectivement ce train et ça nous permet de nous sentir un peu plus projeté dans le film. Et c'est vraiment très bien foutu, aussi bien au niveau des leçons, parce que les films de zombies sont quand même presque toujours des films qui jugent la société qui nous entoure, là en particulier la société coréenne, mais finalement est-elle si différente d'autres sociétés à l'heure de la mondialisation? Oui, beaucoup, mais à ce point, il y a vraiment beaucoup de points communs, et donc pas mal de choses qui sont dites dans ce film qui sont intéressantes aussi pour nous. Et puis il y a tout le côté vraiment purement zombie, quoi. Je veux dire, la tension est vraiment très bien gérée, il y a la façon de gérer le truc, la façon de montrer comment ça fonctionne. C'est la biche zombie au tout début du film qui était quand même un super truc très bien trouvé aussi. Tous les personnages qui sont créés sont intéressants, toutes les situations sont vraiment pleines de tension et sont vraiment intéressantes. Il y a encore une fois juste ce tout petit défaut du comment est-ce que les zombies voient. Je comprends pas, parce qu'il y a des scènes où on sous-entend qu'ils ont une vision ultra précise et ultra bonne, et des scènes où on sous-entend qu'ils voient complètement flou, qu'ils voient que dalle. Donc, je comprends pas. Si vous voyez suffisamment flou pour que dès qu'il y a du noir, vous voyez plus personne devant vous, comment vous voyez assez net quand il y a de la lumière pour faire la distinction entre un zombie et un être humain, enfin, parce que vraiment il faut la distinction claire entre les deux. Donc, tout petit défaut. Pour le reste, c'est magnifiquement bien filmé, c'est super tendu, les enjeux sont vraiment très bons. Si vous êtes fan de films de zombies, il y a peu de raisons que vous appréciez pas ce film. Enfin, vraiment, c'est super bien fait et c'est très appréciable. Et en plus, c'est le premier film live action du réalisateur. Je crois que le réalisateur est animateur à l'avant. Très bonne idée, très bien faite, très bien tenue. De bons enjeux, de bons personnages. Les scènes d'action sont bien faites, les effets spéciaux aussi. Les scènes de foule, les zombies sont très bien gérées également. Enfin, vraiment, c'est du très bon. Donc voilà, Dernier train pour Busan, je vous le conseille également. Suivant, numéro 8. Hardcore Henry. Intéressant parce que c'est un petit peu le même délire, c'est pas un film coréen mais c'est un film russe, et c'est également un premier film de la part de son réalisateur avec un concept assez original qu'il avait testé. En fait, donc le réalisateur est dans un groupe de rock metal, je crois, et ils avaient fait plusieurs clips qui étaient tournés sur le principe de cette caméra vision subjective et de ce personnage qui vivait pas mal de scènes, mais qui vivait des grosses scènes. C'est-à-dire que c'est pas... on avait déjà des clips comme ça avec Fatboy Slim par exemple, comment ça s'appelait, Smack My Bitch Up, et où c'était le mec qui faisait sa soirée et qui était complètement drogué, etc. Là du coup c'est d'autres clips qui reprennent ce principe-là, mais là il y avait un côté beaucoup plus action qui était un peu plus absent du truc de Fatboy Slim. Et le mec s'est dit, je vais essayer de passer ça en long métrage, et de faire un long métrage comme si c'était un FPS en fait. C'est un énorme plan séquence avec le personnage qui dans la tête du personnage, et on voit tout ce qu'il fait, et tout ce qu'il fait est impressionnant. Il escalade des meubles, il tire sur des gens, il y a des explosions, il saute, il fait des machins. Un truc qui vraiment se fasse impressionnant et donne l'impression que ça n'a pas pu être préparé avant. Et que forcément le personnage a dû arriver là par hasard et sauter dedans, etc. Alors qu'en fait c'est pas du tout le cas, bien évidemment, mais c'est tourné de façon à ce qu'on puisse croire ça. Et réussir à tenir aussi bien l'engagement du film quand c'est ton premier film et qu'à la base t'es pas censé être cinéaste, franchement c'est très impressionnant. Le film est très bien fait et il y a d'excellents emprunts à la mise en scène du jeu vidéo dans le cinéma. Le système des personnages clonés par exemple, on clone souvent les personnages dans les jeux vidéo parce que c'est compliqué d'en modéliser plein, donc on va en reprendre certains avec les mêmes modèles de base, et on va peut-être juste changer les cheveux, les vêtements, les machins genre là. Donc il y a ce principe là avec le personnage qui est joué par Charlotte Copley, qui est l'aide de jeu, l'assistant de jeu qui vous dit ta mission est d'aller à tel machin, un peu Jor-El dans Man of Steel qui est dans les couloirs, passe par la porte de droite, ici tu vas tirer vers des gens, et vraiment ça ressemble un peu à ça, et c'est un peu le même principe qui est du coup repris dans Hardcore Henry, en plus du coup de la première personne qui est vraiment le truc de jeu vidéo. Pas mal d'esthétique, le centre au début ressemble beaucoup par exemple au décor de science-fiction qu'il y a dans Mirror's Edge,
Et il y a pas mal du film qui fait penser à Mirror's Edge, parce que c'était du parcours Mirror's Edge, donc il y a aussi une évocation comme ça de certains aspects de jeux vidéo à ce niveau-là. Certains personnages un peu cheatés, qui font des trucs un peu particuliers, c'est de la science-fiction, donc certains personnages ont des pouvoirs un peu spéciaux. Vraiment, enfin, c'est une belle idée, bien accomplie, bien tournée, et vraiment, je trouve que c'était un film très... Il y a plein de gens qui sont qu'on dit que c'était pas bien, je comprends pas vraiment pourquoi. Peut-être qu'ils vont dire que le scénario est pas intelligent, c'est pas le principe, t'es en film vision à la première personne, le but c'est de courir partout et de tirer sur des gens, c'est pas d'avoir un scénario intelligent, et le scénario marche parfaitement tel qu'il est fait là. Donc voilà, moi j'ai bien... oui, il y a le côté Horde, je crois que c'est quoi, dans quoi il y a ça? Je crois que c'est dans Gears of War qu'il y a la Horde, où vous êtes attaqué par des hordes entières de personnages qui viennent tous vous foncer dessus et vous devez tous les attaquer. Le climax c'est un peu comme ça aussi du coup dans ce film-là. Donc vraiment il y a pas mal de petites inspirations de jeux vidéo venant de l'univers de la musique pour faire un film qui marche super bien. Bon film d'action, bonnes idées, et donc une production russe. Donc un truc intéressant, c'est Timur Bekmambetov, je crois qu'il s'appelait comme ça, qui avait réalisé pas mal de films intéressants, dont Nightwatch et Daywatch, qui a produit ça, qui avait produit d'autres trucs derrière. Donc c'est... Voilà, pour histoire d'explorer un peu d'autres cinémas, prenons un style qui passe à peu près pour tout le monde, l'action, bah voilà un bon film intéressant à regarder qui vient pas forcément du système hollywoodien. Suivant, numéro 7. Captain Fantastic. Captain Fantastic, c'est un film que j'ai beaucoup aimé parce que c'est un feel-good movie, anti-système, intelligent. C'est-à-dire que c'est pas anti-système. Beaucoup de films de feel-good movie te disent d'envoyer chier la société et c'est tout. Et celui-ci te dit d'envoyer chier la société pour proposer quelque chose de mieux, pas juste pour faire ce qui te plaît, ce qui est le comportement qui m'énerve en ce moment sur beaucoup de personnes. C'est ce qui est le mieux en fait, ce qui globalement serait le plus utile pour à peu près tout le monde. Donc permettre à chacun de se développer dans plusieurs domaines différents, dans plusieurs compétences différentes, de travailler, de pas mettre de tabous sur certains sujets, parce que si tu mets des tabous sur des sujets, tu peux pas bien les apprendre aux gens, et donc du coup tu crées encore plus de problèmes sur ce qui est tabou à la base. Donc c'est vachement intéressant, très bien tourné, et vraiment il y a le sentiment, on se sent bien en sortant de ce truc-là, alors que quand même le film c'est l'histoire d'enfants qui vont enterrer leur mère, qui s'est suicidée au tout début. Tu te dis, on a fait des sujets beaucoup plus fun quand même pour faire ce genre de truc. Ça ressemblerait un petit peu à Little Miss Sunshine, en moins positif du coup. Et avec ce sujet de base beaucoup plus grave, on a un film qui au final est beaucoup plus aéré, beaucoup plus léger et beaucoup plus appréciable. Déjà c'est pas vide, il y a vachement d'images, vachement d'idées, vachement de scènes, vachement de trucs intéressants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que les films traditionnellement foirent leur message, c'est-à-dire le moment où d'un seul coup on sent qu'il y a un producteur qui est venu et qui a dit bon maintenant faut qu'il revienne dans le droit chemin, faut qu'il fasse machin, faut qu'il fasse truc. Pas un producteur forcément, mais quelqu'un ou quelque chose qui a modifié le truc, le réalisateur lui-même s'est dit oh mais au final je peux pas non plus complètement... Et ben là du coup le film le fait pas. Il y a un moment où vraiment on sent que le film va s'arrêter et qu'il y a un truc qui est résolu, etc. Et au fin de compte, non, le truc reprend et tel qu'il doit reprendre. Et vraiment on sent très très bien devant ce film et après ce film, je trouve. J'adore le fait qu'ils se disent tout, j'adore le fait qu'ils se laissent pas démonter, j'adore le fait qu'ils soient un petit peu décalés par rapport à la société, mais pas trop non plus. C'est un des enjeux du film, mais ils réagissent quand même pas trop mal à tout ce qui va autour d'eux, alors qu'ils pourraient vraiment être comme des poules devant des couteaux. Donc voilà, vraiment un film qui marche très très bien. Et à vrai dire, j'ai vraiment du mal à trouver autre chose à dire dessus. Enfin, c'est c'est vraiment cool et regardez-le. Passons au suivant, numéro 6. Quand on a 17 ans. Alors je dois l'avouer, j'étais pas très chaud pour voir ce film, et c'est une des raisons qui font que je l'avais pas vu dans l'année. Ça m'avait l'air très bancal, et j'étais pas fan de l'idée de base. Cette idée que ces deux garçons qui se battent constamment, se battent parce qu'en fait, ils sont attirés l'un vers l'autre. J'ai vraiment... Même après avoir vu le film, j'ai encore un peu de mal avec ce genre de comportement, mais c'est aussi pour ça que je comprends pas les gens. Mais... une fois que j'ai vu le film, vraiment c'est un petit bijou. Encore un peu comme Captain Fantastic, c'est presque un feel-good movie. Enfin vraiment, je me suis senti bien en voyant le film, je me suis senti bien à la fin du film. Pour autant, là aussi, il y a des passages qui sont un peu plus graves et qui sont un peu plus complexes au niveau de la vie privée de certains personnages. Mais en dehors de ça,
le film fait vrai. Le film fait... Même cette histoire vraiment entre les deux personnages fait vrai. Ce qu'ils ont trouvé comme explication derrière est vraiment intéressant. Et j'avais très peur que le film se limite à l'histoire de ces deux ados qui découvrent qu'ils sont gays. Et en fin de compte, non, il y a beaucoup de choses au-delà de ça, en particulier dans leur famille et dans le rapport avec leurs parents. D'ailleurs, la mère est un personnage que j'aime beaucoup, qui est très bien joué dans le film. Et ouais, vraiment, j'étais surpris en fait de me retrouver face à une histoire qui était crédible et qui passait vraiment bien. C'est-à-dire, c'est une grosse progression de personnage, c'est une grosse étape et c'est une grosse période pour faire cette progression. Et le film arrive à très bien le gérer. Il y a un découpage par rapport aux saisons qui montre, donc ça commence en hiver et ça finit en été. Et ça suit du coup les trimestres scolaires, je crois, c'est ça qui découpe le film. Donc on suit l'évolution de leur rapport au fil de l'année. Et c'est vrai que ça évolue vachement bien, qu'il y a des idées intéressantes. Je comprenais pas dans la bande-annonce pourquoi est-ce qu'ils venaient faire vivre le gosse en même temps que celui qui bastonne. Et finalement, quand on voit le film, évidemment, il y a une explication, il y a une idée, et ça devient logique et ça devient cohérent. Donc voilà, au niveau de l'histoire, ça m'a très bien pris. Au niveau des environnements, c'était très cool aussi. Enfin, la façon tout le décor et tout l'endroit où ça se passe donne aussi un cachet vachement intéressant au film. J'avais eu très peur au début parce que le générique du début, on dirait vraiment que le mec a pris sa caméra, a ouvert la fenêtre et a filmé avec pendant qu'il était sur la route pour aller sur le tournage. Il s'est mis comme ça, il a fait ouais, je vais filmer des arbres, ça va faire le générique. Ça fait un peu ça quoi le début. C'est filmé façon caméra épaule parce qu'il y a beaucoup de caméra épaule dans le film, d'un côté très documentaire et du coup très réaliste. Mais là au début, là dans cette bagnole, juste à filmer les arbres depuis le bas de la route, tu fais t'es pas foulé. Donc le début m'avait juste un petit peu inquiété, mais c'est vrai que dès qu'on arrive dans le reste et qu'on arrive dans ce décor, c'est vrai qu'il y a vachement de choses intéressantes et ça c'est beaucoup lié à l'histoire des deux personnages. J'adore tout le côté campagne d'ailleurs, le moment où il dit tenez, pour vous remercier, on va vous filer la poule. Et elle qui fait ah mais non mais je peux pas, et l'autre tu fais non mais vous en faites pas, on va la tuer avant, coupe, il bute la poule directement. Et j'aime bien du coup qu'il ait respecté ce côté campagne. À la campagne, bah oui, tu butes un animal, c'est normal quoi, tu les élèves pour les buter au bout d'un moment, donc pour les émeutes fermes en tout cas. Donc voilà, je trouve que tout marche en fait super bien dans le film. Je trouve que les environnements marchent très bien, je trouve que les personnages marchent bien, je trouve que l'histoire marche bien, leurs histoires privées, leurs histoires d'école, leurs histoires, tout ça est très bien géré, tout est très bien géré. Donc voilà, c'est... juste un petit truc, sur la vie d'école, ça se fait encore beaucoup de réciter des poèmes devant toute la classe quand on est en première et en terminale. Il me semblait qu'on avait arrêté bien avant ça, pour moi, mais peut-être que j'ai enfoui ça dans un coin de ma mémoire. Il me semblait quand même que c'était un truc un peu... C'est plutôt pour les classes en dessous quand même, normalement, il me semblait. Mais peut-être pas, je sais pas. Donc voilà, c'est peut-être le seul truc qui m'a un peu surpris dans le film. Pour le reste, toutes leurs histoires sont vraiment intéressantes et le film est très agréable à suivre, donc je vous encourage à regarder quand on a 17 ans. Suivant, numéro 5. Elle. Je n'en reviens toujours pas que le réalisateur de Starship Troopers, de Robocop, et de tous ces films qui ont marqué ma jeunesse à un point fou, ait tourné un film français. C'est ouf. C'est quand même ouf de ce projet. Et ce film est ouf. J'aime bien ce genre de personnage assez malsain, mais qui admettent qu'ils sont malsains. C'est-à-dire que c'est pas du Christophe Honoré où on te met un personnage malsain et il est persuadé d'aller bien et tout le monde partage cette vie-là. Enfin, c'est souvent des trucs comme ça un peu avec Christophe Honoré. Là, c'est un personnage qui lui-même sait qu'il va pas bien. Et que je trouve donc vachement intéressant, enfin comme personnage à suivre. C'est une personnalité très spéciale parce que d'un côté elle se fait vraiment agresser, d'un autre côté elle crie, etc. Et d'un autre côté elle est vraiment en kiff sur ce truc-là, quoi. Donc les personnages sont très très subtils, très bien travaillés. Le personnage de Virginie Efira, par exemple, encore une fois, il est vraiment très impressionnant, tout en restant discret entre guillemets, c'est-à-dire il est pas trop pesant sur le film. Les rebondissements on les voit jamais venir, et l'environnement global est vraiment bien foutu, quoi. Là où elle vit, là où elle travaille,
Il y a tout un tas comme ça de choses dans ce film qui sont extrêmement bien faites, et en termes voilà, de réalisation et comment prendre le truc, la façon de filmer les différentes choses, la façon de ce qu'on met dans le film, le fait d'intégrer le jeu vidéo par exemple, et d'avoir mis un jeu vidéo comme ça. Je crois que dans le bouquin, il me semble qu'elle est auteuse de romans, je crois, justement, ou un truc dans ce genre-là. Et donc c'est le réalisateur qui a décidé de passer, de Paul Verhoeven, qui a décidé de passer au jeu vidéo, et utiliser un type précis de jeu vidéo, et de l'exploiter pour le film, parce que ça avait un sens aussi, etc. Donc là aussi, un très 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 beau projet. Et ce qui est con, c'est que je peux pas vous en dire plus, parce que si je vous en dis plus, je vous gâche les révélations qu'il y a dans le film, donc ce serait un peu emmerdant. Donc voilà, on va passer tout de suite au suivant, numéro 4. Money Monster. Alors là aussi, j'avais pas mal hésité avant d'aller le voir. Ça m'avait l'air en fait d'être un espèce de film sur des complots d'argent un peu basiques, et j'avais pas l'air, ça m'attirait pas beaucoup. Et je me suis rendu compte du coup en voyant le film que c'est pas du tout ça déjà à la base. C'est un principe d'émission de télé, un peu comme vous avez sur BFM Business ou des trucs dans ce genre là, des émissions spécialisées sur la bourse. Là du coup il y a une émission spécialisée sur la bourse qui s'appelle Money Monster, animée par le personnage que joue George Clooney et réalisé par le personnage que joue Julia Roberts. Et au début d'un tournage, un jour, un mec va débarquer, prendre en otage l'animateur, donc George Clooney, et tout le film, c'est ce mec qui essaye de se faire entendre parce qu'il a perdu de l'argent à cause d'une entreprise, et il veut essayer de le récupérer. Du coup, l'émission va essayer de le récupérer, va essayer de contacter l'entreprise et de gérer le problème. Vraiment, le film a commencé, je suis rentré dedans tout de suite. C'est vraiment excellent, c'est extrêmement bien filmé, c'est très esthétique, les acteurs sont au cordeau. Vraiment, c'est déjà des acteurs bien connus, hein, tous, mais il y a des films où ils se lâchent un peu plus que d'autres, ou moins que d'autres, et là, vraiment, que ce soit Julia Roberts, George Clooney, ils sont dirigés, mais parfaitement, et tous les acteurs, le mec qui prend en otage le personnage de George Clooney est vraiment très très bien joué aussi. C'est extrêmement bien écrit. Pas mal de passages assez marrants et assez drôles. Le passage avec la... je peux pas vous le dire, je vais vous spoiler un truc, mais le braqueur se fait engueuler un moment par quelqu'un, et ça marche très très bien, c'est plutôt marrant. Le commentaire aussi d'ailleurs était super intéressant, parce qu'on voit les gens qui suivent du coup cette situation, et on voit que pour eux c'est du divertissement. Toute la séquence de fin est un peu plus grandiose, et vraiment là aussi est parfaitement gérée, et la tension pendant toute l'arrivée, toute la progression, c'est ce qu'on a comme révélation par rapport à l'histoire qui est assez drôle, mais qui en même temps laisse un enjeu important à l'histoire. Et je me disais, putain, c'est quand même vachement bien fait tout ça. Et à la fin, j'ai vu, réalisé par Jodie Foster. Et c'est devenu clair, tout est devenu limpide. Évidemment que ce film est génial, si c'est réalisé par Jodie Foster. J'exagère un peu parce que son premier film, là, The Beaver, le complexe du castor, c'était un peu spécial, mais parce que l'histoire était très étrange. Enfin, c'était ce mec qui fait une thérapie parce qu'il a une marionnette de castor sur la main. Enfin, c'est... What? C'était forcément un film plus compliqué à aborder. Là, Money Monster, c'est un thriller qui est parfaitement géré, et elle est géniale, cette Jodie Foster, je veux dire. Et c'est aussi pour ça que les acteurs sont aussi bien dirigés, d'ailleurs, c'est parce que c'est une très bonne comédienne, mais en plus d'être une bonne comédienne, d'être une putain de bonne comédienne, c'est une putain de bonne réalisatrice, et c'est génial. Voilà, je suis extrêmement impressionné par Money Monster, qui a beaucoup, enfin, qui a très bien marché sur moi, et je trouve que c'est un excellent film, donc je suis content de vous le proposer pour ce top. Passons à la suite, numéro 3. Midnight Special. Réalisé par Jeff Nichols. Vous savez que j'adore la science-fiction, donc forcément le top du top va être occupé par quelques films de science-fiction. C'est de la science-fiction intimiste, avec des enjeux de ouf, une réalisation parfaite, enfin vraiment un vrai beau travail, une recherche sur la lumière et sur le sens de certains points de mise en scène. Un hommage à beaucoup de films aussi qui sortaient. Le simple nom Midnight Special, c'était par exemple le Rocky Horror Picture Show, c'était les Midnight Pictures, les Midnight Movies. Donc c'est un style aussi de cinéma très particulier, et ce qui est assez marrant, c'est que le film est très clair dans ses messages, dans ses buts et dans ce qu'il dit, et j'ai vu pas mal de gens en fait ne pas comprendre le film pour ces aspects de base du film. Pourquoi est-ce qu'ils doivent aller là, pourquoi à tel moment, etc. Et en fait, c'est pas les questions à se poser. Ce film, c'est pas un film où il faut se demander pourquoi le gamin le fait, c'est un film où il faut comprendre pourquoi le film est fait.
Le principe de ce film, c'est un père qui doit essayer d'amener un enfant dans un endroit spécial. Il sait pas, justement, pourquoi à cet endroit. Il sait pas pourquoi à cette date-là. Il sait pas pourquoi son fils doit être amené à cet endroit-là. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il doit le faire, parce que c'est ce que son fils fait. Et là, pour faire, veut faire et dit qu'il veut faire. Le principe de Midnight Special, c'est un film pour dire, vous devez aider vos enfants à s'accomplir, et pour qu'ils s'accomplissent, ils doivent devenir eux-mêmes. Et même si vous comprenez pas exactement ce qu'ils font, vous devez les encourager à être eux-mêmes. Et c'est ça le principe de ce film. Tout le monde dans ce film voit ce gosse qui a des capacités spéciales. Vous remarquerez, le truc, c'est qu'il a de la lumière qui sort des yeux, donc c'est un enfant qui voit du cinéma en fait. Ses yeux sont des projecteurs. Évidemment, c'est un réalisateur c'est un réalisateur, donc forcément le gosse va vouloir est une sorte de réalisateur. Une métaphore de réalisateur, c'est il t'envoie un flash d'image, un projecteur, et tu vois des images qui te marquent et qui te font parler. Donc c'est un enfant qui a un talent quelque part, qui a une capacité, qui a un don presque, c'est quasi un don. Voyant cette capacité de l'enfant, il y en a qui veulent l'utiliser pour leur propre fin, il y en a qui pensent que c'est une menace, il y en a qui veulent... ça me faisait penser un peu à la chanson de Sweet Dreams. Vous savez, certains veulent vous utiliser, certains veulent que vous les utilisiez, certains veulent vous abuser, certains veulent être abusés par vous. C'est un peu cette idée-là, quoi. Ce gamin, il naît, et il y a un mec de secte qui dit, bah, en fait, c'est les saintes paroles qui nous sortent, et je vais pouvoir contrôler mes adeptes comme ça. Il y en a d'autres qui imaginent, le gouvernement qui imagine que c'est une menace, imagine que c'est un truc. Et, en fait, c'est rien de tout ça. C'est son propre truc. Il sait pas exactement lui-même pourquoi il est comme ça, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qui l'amène à être comme ça, mais il sait que c'est ce qu'il ressent, c'est ce qu'il doit être. Et donc, il essaye de l'atteindre. Et l'idée donc de fin, ce qui se passe à la fin, c'est que si vous aidez vos enfants à s'accomplir, si vous les aidez à aller au bout de leur quête, ils peuvent devenir des humains essentiels à tout le monde. Enfin, ils peuvent découvrir quelque chose que personne n'avait vu avant, par exemple. Si vous encouragez, imaginons que ce ne soit pas un gosse qui envoie des flashs de lumière, c'est un gamin qui est scientifique. Vous l'encouragez à participer à des concours scientifiques quand il est petit, vous lui faites regarder C'est pas sorcier, vous lui faites machin, enfin, vous nourrissez sa fibre scientifique, même si vous comprenez rien à ce que suit votre gosse, plus tard, ça peut devenir Stephen Hawking. Je sais pas j'espère pas niveau physique, mais niveau mental, ça peut devenir Stephen Hawking, ce gosse. Si vous le stimulez correctement, ça peut être le mec qui va découvrir les trous noirs, le voyage dans le temps, le machin. Donc c'est ça l'idée, c'est que on comprend pas forcément pourquoi, à quel moment, à quel but, dans quel sens, quel est le truc, mais ce gosse a les capacités de révéler tout un nouveau monde aux autres si on le laisse juste s'accomplir et devenir ce qu'il doit devenir. Il peut nous en donner un aperçu parce que lui est sensible, lui a un don, et avec ce don, avec cette sensibilité, il voit ces gens qui vivent là-bas, qui vivent dans cet univers parallèle qui est parallèle au nôtre, et ces êtres de lumière, du coup, qui nous regardent. Les êtres de lumière, c'est un personnage illuminé. Enfin, vous savez comment les philosophes s'appelaient? À un moment, c'est les philosophes du XVIIIe siècle s'appelaient les Lumières. C'était le siècle des Lumières. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est ces personnages de lumière là qui sont dans ce nouveau monde. C'est en fait tous les gens qui ont des grands potentiels, qui peuvent faire des grandes choses, et qui peuvent être illuminés si vous les aidez à accomplir leur chemin. Si vous les amenez là où ils vous disent que vous devez les amener pour faire l'événement qui va définir toute sa vie, quoi. Donc les rencontrer. C'est vraiment ça le truc, c'est vraiment ça l'idée, et comme ça fait longtemps qu'ils sont là, je crois qu'il y a vraiment un truc, genre en fait, tous les gens qui vivent là-dedans, c'était les anciens génies de la Terre, genre, ça peut être n'importe quoi, c'est pas le problème, il n'y a pas besoin d'expliquer ces gens-là, c'est du symbole, c'est de la métaphore. Si vous aidez votre enfant à s'accomplir, il pourra vous faire découvrir tout un autre monde. Il fera partie d'un monde de personnes qui ont quelque chose en plus, qui ont une illumination, qui ont un don, une conscience de quelque chose, et qui vont du coup pouvoir faire avancer l'humanité, avancer tout le monde, ou résoudre leurs propres problèmes, peu importe, mais c'est ça l'idée. Et ce message est superbement beau, ce message est superbement fort, et bien filmé, et le film est vraiment ouf. Donc voilà, ne commencez pas à vous imaginer, est-ce que en fait la mère elle a couché avec un être de lumière et un machin, non, c'est pas c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas là qu'est le symbolisme. Le symbolisme, c'est pas que les gens avec de la lumière sont une autre race. C'est que les gens avec la lumière sont des gens illuminés, qui comprennent quelque chose de plus dans le monde, et qui, grâce à ça, peuvent construire un monde meilleur et aider le monde à progresser et à avancer. Ils peuvent voir quelque chose que nous, on voit pas, parce que nous, on est à un certain niveau,
Et ces gens illuminés, ces gens qui ont des capacités spéciales, des dons spéciaux, les élus un peu à la Néo par exemple, sont ceux, dans Matrix, sont ceux qui vont permettre de faire avancer l'humanité et qui vont leur permettre de continuer. Si vous encouragez vos enfants à faire ce qu'ils aiment. Passons au suivant, numéro 2. Creed. Là aussi, un très beau message, mais en plus, j'ai donc découvert au tout début de l'année la saga Rocky. Je vous encourage à aller voir le Pourquoi Charles Auditeur d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, mais sportif, les caméras qui font du plan séquence, qui rentrent dans le ring, qui tournent autour des personnages, toutes les choses que Rocky pouvait pas faire avant parce que c'était des films à petit budget. Et que là maintenant, on peut se permettre de faire un peu plus, même avec des petits budgets, on a des trucages qui permettent d'aller encore un peu plus loin par certains plans. Donc il y a tout un côté plus moderne et donc une réactualisation de la licence, avec en même temps tout ce qui fait Rocky, quoi, c'est-à-dire tous ces discours de motivation, tous ces trucs qui montrent que la vie est dure, que c'est pas facile et que il y a plein de choses qui peuvent rentrer dans votre vie, qu'on peut pas toujours gagner, que machin. Rien que ça, enfin, c'est un film qui se termine avec un héros qui gagne pas forcément. C'est quand même pas si courant que ça dans les films modernes, donc vraiment une bonne surprise à tous les niveaux, aussi bien au niveau motivation et au niveau vraiment réalisation, cinéma, des films avec des messages, des films avec quelque chose d'important à dire. En même temps du divertissement et en même temps une licence qu'il faut tenir comme une licence et qu'il faut gérer correctement et qui vraiment tout est bien fait et bien tenu avec ce film. Et je mets donc Creed en deuxième position, mais c'est clairement presque la saga Rocky entière que je mets en deuxième position, quoi. C'est un des trucs qui m'a le plus motivé cette année. Et sans ça, je pense que j'aurais beaucoup plus de mal à avancer. Donc Creed est clairement un de mes films préférés de cette année, mais pas le film préféré. Allons-y pour le numéro 1. Je suis désolé. Le but, c'est de faire le classement des films que j'ai le plus kiffé. S'il y a un film que j'ai kiffé cette année, c'est Independence Day Resurgence. Évidemment que j'aime le cinéma intelligent, que j'aime le cinéma avec plein de choses, que j'aime le cinéma avec de la profondeur, des messages, mais enfin vraiment mon genre de prédilection, ça reste la science-fiction et le divertissement. Et j'ai pas eu mieux cette année à ce niveau-là, quoi. Je veux dire, ça fait des mois et des mois, des années que j'ai pas eu des images qui m'ont à ce point resté en tête, qui me sont à ce point resté en tête en sortant de la salle. Je crois qu'un des derniers films avec des images qui m'ont autant marqué, c'était Pacific Rim. Et là vraiment je me suis fait un bon gros délire, quoi. J'étais content devant chaque scène du truc, j'ai adoré le style du film. Alors évidemment, je vais les évacuer tout de suite, il y a beaucoup de défauts dans ce film. Il y a énormément de choses qui ont été coupées au niveau du développement des personnages. Je vais pas revenir sur le fait qu'il soit simple, j'ai déjà fait un Pourquoi Charles Auditeur là-dessus, c'est pas grave qu'il soit simple, du moment qu'il soit bien traité. Mais là effectivement du coup ils sont moins bien traités parce qu'il y a eu beaucoup de cuts de scènes qui expliquaient toutes les relations entre les personnages et plusieurs enjeux, plusieurs motivations, plusieurs explications aussi. On passait beaucoup plus de temps en Afrique, on passait beaucoup plus de temps avec les nouveaux personnages aussi. Et il y a 30 secondes qui ont été coupées par les studios qui, je sais pas pourquoi, tant qu'à faire, enfin, t'y vas à fond, tu fais un film avec 225 millions de budget, enfin, vas-y à fond, fais un film de 2h30 comme le premier, et puis tu fais correctement ton truc, quoi. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Pourquoi est-ce qu'ils décident de faire, oh non, peut-être que du coup 2h30, c'est vous qui avez voulu faire des films de 2h30 maintenant, c'est le mode depuis les Seigneurs des Anneaux. Faites-le, allez jusqu'au bout, demandez pas un film de 2h30 en disant après, en fait, tu vas devoir couper 30 minutes de film. Mais vous êtes sérieux, j'ai mis 16 personnages là. Bah oui, mais tu vas devoir couper 30 minutes de film. Bon, et allons-y alors. Enfin, vraiment, comment tu veux te débrouiller en faisant un truc pareil? Donc évidemment, tu coupes certaines informations, t'essaies d'en laisser le plus possible quand même. Donc c'est sûr, il y a ça comme défaut au film. Il manque un certain nombre de développements de personnages. Ce qui est présent pour le style de personnage qu'écrit Roland Emmerich est largement suffisant. Et le vrai besoin, c'est de divertir et de t'en mettre plein les yeux. Et j'en ai pas pris autant dans les yeux depuis un bon bout de temps, quoi. C'est la taille démesurée de ces vaisseaux, la taille des destructions, la puissance des plans qui sont faits, la taille des plans. Enfin, je veux dire, vous faites des plans qui sont quasi au niveau de la stratosphère, avec des vaisseaux qui ont les pattes posées au sol, mais qui se dépassent toujours de toute l'atmosphère de la Terre. Et tu suis des plans où tu vois des vaisseaux qui arrivent au-dessus des nuages, alors que les trucs... Enfin, c'est vraiment le degré de gigantisme atteint dans ce film est ouf.
Et toute la scène de fin avec le kaiju, le kaiju reine des aliens, enfin c'est... Quel bon gros délire. Et je m'y attendais vraiment pas du tout. Le truc, c'est que j'avais fait exprès de voir qu'une bande-annonce et pas les autres. Et je voulais me garder la surprise de savoir qu'est-ce que c'était que ce truc. Et en fait, j'avais vu des images de la reine alien, mais pas en proportion. J'avais vu des captures d'écran où on voyait son visage en gros plan. Donc je voyais qu'elle avait un design, je savais qu'on voyait la reine. Je sais pas quelle taille elle faisait. Et quand j'ai vu le truc, que j'ai vu les débris commencer à monter, la taille du truc, j'ai fait oh! Et je m'y attendais pas du tout. Enfin vraiment, c'est venu de nulle part. Et je me suis pris un énorme kiff. Je vous avais dit à la fin de l'année dernière, je me sentais comme une pucelle avant son premier aller-retour. J'ai l'impression que j'avais passé la meilleure première fois de toute ma vie, quoi. Enfin, c'est vraiment mon kiff. C'est vraiment mon style de film. C'est aussi mes premiers chocs cinématographiques, les trucs comme Independence Day. Donc c'est aussi normal que ce soit le genre de film qui me parle le plus. Mais vraiment, enfin, ce film fait tout ce qu'il doit faire pour divertir, pour te proposer une histoire assez originale et assez fun pour te mettre dedans. Et il la filme de très bonne façon, et les évolutions des effets spéciaux depuis le premier, par exemple, sont vraiment impressionnantes, et la taille de ces trucs, la musique. J'adore la musique de ce film. C'est toutes les musiques, la musique d'arrivée du vaisseau en particulier, les deux musiques d'arrivée du vaisseau. Enfin, il y a une espèce de... Il y a une espèce de truc au violon quand c'est en train d'arriver, c'est enfin cette espèce de truc qui monte comme ça petit à petit avec des espèces de des vieux sons bien sourds qui arrivent et qui marquent le truc, et il fait ça comme je l'aime, c'est il fait pile poil les transitions où il faut. Il y a ce truc où il y a le vaisseau qui arrive et la musique monte et d'un seul coup il y a le pan qui arrive et c'est pile poil au cut quand on voit le vaisseau qui est en face. Enfin c'est le deuxième truc quand le vaisseau arrive, c'est qui fait tout péter de partout et ah et tout ce qui développe, toute l'idée de s'être accaparé les technologies aliens et d'avoir développé les bases sur la Lune, et même le placement commercial, le fait que sur la base sur la Lune il y a le Moon Milk de Sangyu qui est une marque chinoise là, ou chinoise dans un genre là, et qui fait un truc qui s'appelle lait de la Lune. Pourquoi ça s'appelle lait de la Lune? Limite t'as l'impression que les mecs ont créé le produit pour le film, mais pas du tout, ça existait avant. Et c'est juste le film qui est arrivé, qui a fait bon, faut qu'on fasse du placement de produit. Et oui, il y a un mec qui est marrant, qui s'est réfléchi un petit peu, qui s'appelle Roland Emmerich, qui arrive et qui fait ah, qu'est-ce qu'il y a comme marque? Moon Milk, on va mettre ça sur la Lune. Enfin voilà, enfin tu peux faire ces trucs-là en les intégrant correctement à ton récit, en n'en faisant pas des trucs qui sont in your face, complètement grossiers, et qui font presque une blague, qui essaie de continuer à développer l'univers. Le casting aussi, enfin, je crois que comment il s'appelle? Travis Trope, je crois qu'il s'appelle comme ça. La fille du président est insupportable. Pas vraiment dans son rôle, mais de visage. C'est une remarque à la con, mais elle a un visage de grosse conne. Enfin, je vois son visage, j'ai l'impression que c'est la chieuse, pas la grosse conne, la chieuse. Elle qui te fait chier sur tous les points, et qui te fait chier sur les trucs. Et c'est un peu le personnage qu'elle joue à peu de choses près. Ils ont coupé tous les passages sur la maison, par exemple, qu'elle doit acheter avec Jake. Je suis sûr qu'il y avait des passages où elle faisait sa chieuse vraiment à fond sur certains trucs. Mais bon, peu importe, c'est quelques tout petits défauts dans 2 heures de pur kiff, quoi. Et ce qui est bien quelque part, c'est que il y a pas mal de choses effectivement qui sont coupées du scénario, mais on sent ce qui manque. C'est pas le fait de le couper n'a pas supprimé complètement une information du film. On sent quand même quelque chose, et ça aurait juste dû être mieux expliqué plus loin. Et du coup, ça passe assez rapidement. C'est-à-dire que vraiment, le film passe très très vite presque. Et tu restes toujours dedans. Tu commences, t'as déjà quelques plans intéressants pour voir ce qui s'est passé sur le monde, donc tu t'intéresses. Ensuite, tu commences à voir quelques bordels qui commencent à arriver, donc tu t'intéresses aussi. Puis après, t'as les vaisseaux qui arrivent eux-mêmes, et puis après, t'as les combats, et puis après, t'as les machins. Vraiment, tout le film est resté vachement intéressant et vachement prenant. Et ouais, j'adore me repasser ce film, et j'adore le revoir, et je l'ai déjà repassé au moins 10 fois depuis le début de l'année, et il est en Blu-ray, ça y est, je l'ai acheté, donc je suis navré, j'y peux rien. Ce genre de film est fait pour moi. Et j'ai absolument surkiffé Independence Day Résurgence. Et je serais probablement le seul mec au monde à mettre Independence Day Résurgence dans ses meilleurs films de l'année. J'en ai rien à foutre. C'est le film que j'ai le plus kiffé et je vous emmerde. Voilà. Si vous avez des trucs à y répondre. La plupart d'entre vous en seront ravis, et bah tant mieux. Vous aussi, vous pourrez en profiter. Vous pourrez aller voir le Pourquoi j'adore en plus d'ailleurs, si ça vous intéresse. Pour essayer de voir du coup ce qu'il y a de sympa là-dedans. Bon, eh bien, on est arrivé jusqu'à la fin des tops.
Donc maintenant, je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie de la vidéo, les rattrapages, puisque donc il y a quelques films que j'ai rattrapés en ce début d'année. Il y en a déjà 2 là que je viens de mettre dans les tops. Mais il y en a quelques-uns dont je vais vous parler ensuite, donc vous m'avez demandé les critiques. Et puis on se quittera avec la vidéo de bilan final. A tout de suite pour ceux qui vont regarder la suite, à bientôt pour les autres, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!